tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis midi, côte est des États-Unis. J'espère que vous passez une belle semaine. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent, on est le média pour les Français aux États-Unis, Canada et Angleterre. Aujourd'hui, on a un nouveau sujet, donc je suis très content. Un sujet qu'on n'a jamais traité, qui est comment gérer la rénovation d'un bien immobilier en France depuis l'étranger. Aujourd'hui, notre expert va être Mathieu Amara. Mathieu est le directeur commercial France du département de rénovation du cabinet d'architecture Reno. Reno, qui est une marque d'un groupe que vous connaissez sûrement, puisque on a souvent le fondateur qui intervient et le groupe investissementlocatif.com. Aujourd'hui, on est avec la section Reno. Vous êtes un peu plus de 170 à avoir pris un ticket. Donc, comme d'habitude, vous connaissez le principe, que vous soyez sur Zoom, Facebook, LinkedIn ou YouTube. Vous pouvez lever la main sur Zoom et sur les autres, écrire vos questions en commentaire. Elles m'arrivent directement et je peux poser la question à notre expert. Alors, Mathieu, je vais déjà te donner la parole pour présenter Reno. Et puis après, on aura 2-3 petites questions déjà qu'on a reçues à te poser. Bonjour, Oui. Mathieu. Alors, déjà, bonjour à toi et bonjour à tous ceux qui peuvent nous suivre sur la vidéo. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir modestement éclairer au maximum les lanternes de ceux qui auront donc des questions durant tout le webinaire. Et donc, j'aurai plaisir à leur répondre le plus précisément possible. Donc, comme tu l'as bien introduit, donc moi, je m'occupe de la partie commerciale chez Reno. Je suis arrivé maintenant il y a 1 an et demi quand on a vraiment structuré ce département à part. J'arrivais avec l'étiquette, je travaillais au préalable dans les enjeux de rénovation énergétique dans les affaires gouvernementales. Donc, j'ai beaucoup travaillé notamment sur tout ce qui était rénovation énergétique, projet de loi climat, titre 4. Donc, ceux qui ont des questions sur les DPE, etc., ça devrait normalement, et même pour les dispositifs d'aide, donc pouvoir le faire. Et concernant donc Reno, effectivement, donc c'est une marque qui appartient au groupe investissement locatif, qu'on a donc dissocié quand je suis arrivé il y a 1 an et demi, parce que donc on avait des clients qui s'étaient donc formés aux enjeux de l'immobilier et qui avaient donc du coup acheté des biens de leur côté, qui avaient besoin qu'on les accompagne sur la partie travaux, qui est parfois une partie qui est très énergivore pour les clients qu'on accompagne, avec également du coup du fait des 10 ans d'expertise qu'on pouvait avoir, la volonté aussi pour nos clients qu'on puisse les accompagner dans des projets différents de Airbnb, leur résidence principale, des établissements recevant du public. Et donc, c'est ainsi que maintenant, on accompagne les clients dans la diversité de leurs projets, donc à travers les différentes compétences de nos architectes, ingénieurs structures, archi spécialisés dans la construction, etc. Et ce, donc dans quasiment toute la France, puisqu'on couvre quasiment la quasi-intégralité, en tout cas 80% du territoire français, avec plus de 150 collaborateurs en France. Magnifique. On va démarrer par quelques questions. N'hésitez surtout pas à écrire toutes vos questions maintenant dans le Q&A ou Q&R sur Zoom ou sur les réseaux sociaux. On aime aussi vous entendre, donc n'hésitez pas à lever la main. Et je cache votre nom de famille, votre webcam ne s'affiche pas, donc vous en faites pas. On entendra juste votre voix et je donnerai juste votre prénom. Et comme ça, c'est toujours plus sympa d'échanger de vive voix. On va démarrer, je crois que tu vas mettre un petit partage d'écran. On va démarrer sur comment gérer la rénovation d'un bien immobilier en France, à distance bien sûr, puisqu'on est expat, et bien choisir les entreprises prestataires pour se faire accompagner. C'est ça. Alors, je mets en place le partage d'écran. Tac. C'est bon. Normalement, vous avez accès à mon écran. Tu peux le mettre en diapo, c'est magnifique. C'est bon. Donc là, c'était un petit peu, encore une fois, là, on revient un peu sur la présentation un peu plus détaillée de Reno. Donc, je le laisse en attendant en première slide, parce que l'idée, c'est aussi qu'on ait un mode assez interactif, que je puisse m'adresser directement à vous sans être en train de lire trop de notes de manière trop soporifique, sans quoi on risquerait d'être un petit peu fastidieux pour tout le monde. Donc, pour répondre à la première question à laquelle on souhaitait répondre dans le cadre de ce webinaire, était de savoir comment on gère la rénovation à distance et comment on choisit sa bonne entreprise.
il y a effectivement des solutions qui sont apportées donc, à cette problématique que beaucoup de nos clients expatriés rencontrent. La première des choses consiste déjà dans les travaux à pouvoir encadrer donc l'entièreté de son projet. Donc, ça se fait souvent par le biais d'un architecte d'intérieur qui va véritablement être votre premier interlocuteur et constituer avec vous, selon vos goûts, préférences et budget, donc le projet qui permettrait donc d'optimiser votre logement, donc de le rendre plus ergonomique, plus esthétique et donc parallèlement, bien entendu, de vous permettre d'augmenter à la fois votre rentabilité locative et par extension la valeur patrimoniale de votre bien, puisqu'après rénovation, on peut parfaitement admettre que le bien du coup aura pris de la valeur. Donc, sur les modalités de la rénovation à distance, nous, on a donc des architectes qui ne répondent pas donc, à des appels d'offres à chaque fois qu'on est mandaté pour un projet. C'est-à-dire que quand on a donc vraiment structuré Réno, on a d'abord cherché à faire un audit de toutes les entreprises, d'un tas d'entreprises en fait qui sont installées proches des différents bureaux qu'on a en France. Donc déjà, le premier enjeu, c'est d'avoir des entreprises qui soient des entreprises locales, avec donc déjà comme premier enjeu la volonté de faire vivre le commerce de proximité, de mettre au service des clients des entreprises qui ont… pardon, je pense que mon écran, c'est… Alors, on ne voit plus. Vous ne voyez plus mon diaporama. Ouais, je crois qu'il y avait un bug sur le chargement, donc ça a dû sauter. Alors, Si tu veux juste le remettre. Voilà. Donc, qui sont donc des entreprises de proximité, hein, déjà premièrement pour leur permettre d'être réactives. Si tu veux essayer de le refaire, sinon, si tu n'en as pas besoin, c'est pas… Ah, vous ne le voyez toujours pas du coup. Ouais. Okay. Juste retourner sur Zoom et ouais, parfait. Là. Juste le mettre peut-être en diapo. Je sais quand tu le mets en diapo, je sais pas, ça bug quand tu le mets en diapo en fait. Là, vous le voyez correctement? Non, ça reste en chargement. Peut-être qu'on a pas besoin de le mettre en diapo du coup. Ok. Bon, sinon pour l'instant, j'arrête le partage de connexion et puis on voit. Là, c'est bon ou pas? Là, on voit là. Ok. Bon, donc du coup, donc je disais, sur les modalités de la rénovation à distance, pour nous, ce qui est primordial, c'est déjà premièrement de trouver l'artisan avec lequel notre architecte pourra travailler dans un climat de confiance. Comment on fait ça? Déjà, donc premièrement, avant de recommander quelqu'un, nous, on vérifie la qualité de son travail, c'est-à-dire qu'on l'accompagne sur un projet qu'il a pu effectuer en amont, qu'on s'engage avec lui pour voir un petit peu comment il travaille, si il est rigoureux dans le respect notamment des normes électriques, des normes énergétiques, si on peut également voir un peu sous quel délai il travaille, est-ce que tous les corps de métier sont représentés au sein de son entreprise. On a vraiment la volonté de se dire que quand on va recommander un artisan à quelqu'un, qu'on puisse le connaître au maximum, hein, parce que comme on l'entend souvent, l'habit ne fait pas le moine, et donc on refuse de se lancer dans des appels d'offres un peu à la dernière minute. Et l'idée, c'est vraiment de connaître nos partenaires, de créer un véritable climat de confiance avec eux, de les fidéliser donc, dans le temps pour qu'au final, dans chaque ville, on soit accompagné par 10, 15 mêmes sociétés pour prendre en charge tous les travaux, ce qui fluidifie aussi forcément la communication avec les architectes, puisque au fur et à mesure du temps, ils se connaissent, ils connaissent leur modalité de travail, et donc c'est au service de la réussite des projets. Donc, les architectes ont fait des appels d'offres pour toutes et tous, savoir avec quelles entreprises elles pouvaient travailler, donc des entreprises qui sont des entreprises qui existent depuis au moins 3 ans, dont on a vérifié l'ensemble des assurances, garanties décennales, RGE aussi pour certains dans le cadre de la rénovation énergétique. Donc l'idée, c'était avant toute chose de pouvoir identifier les acteurs qui allaient nous accompagner et d'identifier les critères autour desquels on allait décider donc, de bâtir une collaboration avec eux. Et on a très vite retenu comme critère donc, de travailler avec des sociétés tout corps d'État pour la simple et bonne raison qu'avoir un interlocuteur et une responsabilité unique sur le chantier, ça permet déjà premièrement d'avoir un meilleur cadrage du déroulé, du rétro-planning vraiment du projet et de s'éviter aussi ce qui peut parfois faire la frayeur des clients, des devis pour travaux supplémentaires parce que d'expérience, on a déjà expérimenté de travailler avec plusieurs entreprises sur le même chantier et dès l'instant où il y a un petit problème, on ne sait jamais à qui la faute et on perd du temps.
et donc forcément aussi un petit peu d'argent. Donc nous, aujourd'hui, dans notre business model, on se dit société tout corps d'État, dont on connaît les assurances, la fiabilité, qui ont été bien notées, et donc on a vu la qualité du travail et la rigueur normative dans les projets. Donc voilà, en tout cas pour ce qui est de chez nous, de comment on rénove à distance, comment on choisit la bonne entreprise, en tout cas pour la phase d'implémentation du projet. Et après, c'est tout simplement voilà, que vous, en tant que client, vous puissiez être tout le temps informé de ce qui se passe sur votre projet, du fait de l'omniprésence de l'architecte, donc c'est-à-dire recevoir à la fois un calendrier de chantier pour que vous sachiez quand démarre le projet et là où il devra s'achever, et que vous ayez donc notamment toutes les 2 semaines des reportings de l'architecte avec des photos, des vidéos de l'évolution de votre projet, des rétro-planning de ce qui a été fait pendant les 2 semaines à venir et de ce qui doit l'être dans les 2 prochaines semaines, pour que vous puissiez aussi vérifier que tous les engagements soient bien entendu respectés de notre côté et également donc du côté de l'artisan. Parfait. On a quelques questions qui commencent à arriver. En tout cas, pour ceux qui ont toujours un problème pour voir, si vous passez en mode plein écran ou si vous êtes connecté depuis un ordinateur, il n'y a aucun problème pour voir la présentation, elle est lisible. Mais n'hésitez pas à nous le dire si jamais vous avez des problèmes. Mais on va rester comme ça, on ne va pas mettre le diaporama parce que je pense que ça bloque. Est-ce que on avance, on peut parler un petit peu de l'enveloppe budgétaire? Oui. Alors, c'est vrai que c'est une problématique qui revient assez couramment de la part de nos clients, mais en même temps, c'est parfaitement normal parce que la logique de l'investisseur, c'est bien entendu d'être mu par la volonté d'avoir un budget qui soit vraiment sécurisé et qui est millimétré parfois à l'euro près, parce que on a des accords en banque qui sont très stricts, on ne peut pas toujours revenir en arrière, on n'a pas toujours les fonds nécessaires pour ajouter un budget à la rénovation, donc ce que l'on conçoit parfaitement, et c'est de toute manière ce pourquoi les investisseurs continuent d'investir, pour voilà, la rigueur avec laquelle tout est planifié d'un point de vue budgétaire. Et donc, on s'est demandé comment on pouvait, de notre côté, garantir à nos clients un budget qui serait respecté durant le projet. Donc, à partir de là, en fait, ce qu'on a vu comme réponse, c'est que les projets dans lesquels le budget est vraiment respecté au centime près, c'est les projets dans lesquels il y a un architecte donc, qui est en mesure de venir faire les différents plans du projet. Donc, tout d'abord, quand l'architecte se déplace, il fait donc un plan existant. L'idée, c'est d'avoir un document qui sert de base pour permettre de repenser le projet, de l'optimiser, d'avoir tous les métriques de l'existant. De ce plan existant, nous, on va vous proposer en fait un plan projet, donc qui sera notre meilleure proposition d'aménagement en tenant compte de toutes les contraintes techniques et ergonomiques que présente le logement. Et une fois qu'on aura pu vous exposer tous les éléments factuels et empiriques qui ont justifié cette proposition qu'on a pu vous faire, on va alors vous fournir différents plans complémentaires que seront donc le plan électrique, le plan démolition-construction et enfin le plan des matériaux. L'idée, c'est que ces 5 plans vont nous permettre d'avoir une feuille de route claire qui sera donc à la fois à destination de l'artisan pour avoir toutes les guidelines de la bonne réalisation du projet, mais également pour que vous et l'architecte, vous ayez toujours des points de raccord sur lesquels échanger et vous unir par rapport à ce qui aura été prédécidé. À cette phase, donc, une fois que tout a été vu ensemble, validé au nombre de prises près, les métrés, les carrelages, faïences, etc., que vous souhaitez, ça nous permet donc au moment de la rédaction du cahier des charges de ne pas avoir des postes de dépenses électricité, démolition qui soient évalués au forfait, mais qui fassent apparaître les besoins métrés en termes de peinture, les marques des prises électriques qu'on va souhaiter, le nombre de prises qu'on va avoir, est-ce que ce sont des interrupteurs simples, est-ce que ce sont des va-et-vient, et donc ce niveau de détail va nous permettre déjà en amont de vérifier que tous les stocks et références sont disponibles, de mentionner la quantité avec laquelle, la quantité dont on va avoir besoin sur le projet pour être sûr de ne pas avoir de dépassement budgétaire. Donc, c'est vraiment, à mon sens, de cette manière qu'on s'assure que le projet est vraiment viable d'un point de vue technique, esthétique et financier. C'est en ayant finalement tous les plans que je viens d'exposer, parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et si on veut avoir ce niveau de rigueur dans l'estimatif, il m'apparaît fondamental que dès le début, on prenne le temps de se poser pour
bâtir tous les documents qui permettront après à l'architecte de s'occuper intégralement du projet sans avoir à vous interpeller toutes les 5 minutes et vous, de votre côté, du coup, à n'avoir aucun pilotage à faire et à rester vraiment en dimension de suivi pour que les travaux deviennent pour vous une partie, j'ai envie de dire, de plaisir, de voir un peu comment tout évolue sans avoir le nez complètement immiscé dedans toutes les semaines parce qu'on n'a pas tout décidé ensemble, que l'architecte doit vous reposer des questions alors que vous avez aussi des contraintes personnelles, professionnelles. Donc voilà, ce n'est pas du tout l'idée ici, c'est vraiment que tout se décide en amont et que quand on démarre, l'architecte et vous soyez d'accord sur quelque chose et que lui poursuive et que vous ayez juste du coup le regard sur ce qui se fait conformément à ce qui a été édicté. Parfait. On a déjà une question d'Alexandra qui nous parle de la rénovation dans l'ancien. Y a-t-il des dispositifs d'aide pour la rénovation énergétique ou encouragement à la mise en location spécifique? Quid des taxes et des déclarations ici? Alors, Alexandra est aux États-Unis, mais on a des gens qui sont connectés de partout dans le monde sur ce webinaire. Est-ce qu'il y a des aspects à connaître en amont? Donc, il y a 2 questions. Je pense que la question des taxes, je peux déjà imaginer ta réponse, parce que tu es assez expert sur la France et pas forcément les États-Unis. Mais je pense que tu as peut-être quelques idées sur tout ce qui est aide en France en ce moment. Oui. Alors, sur tout ce qui est dispositif d'aide à la rénovation énergétique, on va vraiment avoir plusieurs aides qui vont être attribuées. Donc, on a d'abord les aides d'État, comme par exemple MaPrimeRénov', qui est une aide qui est attribuée en fonction de votre revenu fiscal de référence et de votre composition de ménage. Pour obtenir l'aide MaPrimeRénov', il y a une exigence qui a été posée par les pouvoirs publics, qui est celle de travailler avec une entreprise qui est reconnue garante de l'environnement. Donc, j'en parlais tout à l'heure, ce sont des sociétés qui sont RGE. Toutes les sociétés d'artisans n'ont pas la garantie RGE parce que c'est une garantie qui déjà, premièrement, est coûteuse aussi pour leurs entreprises. Mais en tout cas, nous, on essaie au maximum en tout cas, de généraliser la possibilité de vous proposer des artisans RGE, tout en sachant qu'il y a différents types d'RGE. On peut être RGE pour l'isolation des combles, l'isolation des périphéries, l'isolation des périphériques, l'isolation des combles. Donc, on va avoir vraiment tout un tas de distinctions parmi les différentes RGE que peut avoir une entreprise. Après, donc au-delà de cette aide MaPrimeRénov', qui est une aide qui est donc décernée par l'État après que votre dossier ait été instruit et vos documents étudiés par l'Agence nationale de l'habitation, donc l'ANA, vous allez avoir d'autres aides qui vont pouvoir vous être proposées. Donc des aides des collectivités territoriales dont vous êtes ressortissant, ou en tout cas des collectivités territoriales dans lesquelles vous avez acheté, ou encore des aides qui vont être octroyées par les entreprises considérées comme étant polluantes. Ce sont donc les CE, les certificats d'économie d'énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a dans le cadre de la rénovation énergétique, il y a une chose qui se fait de manière systématique sans avoir forcément à recourir à une société RGE, c'est donc du coup la TVA à taux réduit sur les menuiseries. Aujourd'hui, le remplacement des fenêtres, etc., donc ça, vous bénéficiez systématiquement d'une TVA réduite, à taux réduit à 5,5% au lieu donc de 10%. Et pour tout le reste, donc du coup, comme je l'exposais, ça dépend de conditions de revenus et de composition de ménage. J'ai déjà eu recours à plusieurs demandes d'aide auprès de mes clients et ce dont on se rend compte et que je suis aussi obligé de partager avec vous, c'est que parfois le délai d'instruction des aides peut être assez long pour une rétribution qui n'est pas forcément très significative. C'est-à-dire que j'ai par exemple aujourd'hui une cliente sur Lille qui avait un projet de colocation de 5 personnes avec environ 140-150 000 euros de travaux, 5 arrêtés d'insalubrité sur le logement, une très mauvaise performance énergétique. Elle a dû attendre 3 mois pour avoir une réponse sur l'instruction de son dossier, en sachant que tant que le dossier n'a pas été instruit, nous ne sommes pas en droit de démarrer les travaux. Et donc, elle a obtenu à la fin des 3 mois 1 900 euros d'aide. Donc, si on fait le calcul, vous imaginez bien que les 3 mois de perdu sur une colocation de 5 personnes auraient été supérieurs à ce qu'elle a eu en termes d'aide. Donc, dans la majeure partie des cas, il faut surtout bien se renseigner auprès des professionnels pour savoir ce que vous pourriez déjà espérer avoir en amont et faire des simulations pour pouvoir savoir là où vous mettez les pieds et si vous êtes perdant ou non.
Oui. Il y a une question complémentaire qui est intéressante quand même sur est-ce que ça marche vraiment pour les Français de l'étranger? Oui, moi j'ai des clients qui sont résidents étrangers, qui ont d'ores et déjà fait des demandes d'aide à la rénovation énergétique. Il y en a 98%, je ne vais pas le cacher, d'ailleurs même comme les clients français qui ont abandonné la volonté de recourir aux aides pour la simple et bonne raison qu'il y a des contraintes techniques comme je les exposais ci avant. Donc ils sont entre guillemets éligibles à cette aide, mais là encore, il est important de pouvoir vérifier en amont à quelle hauteur pour s'assurer derrière que du coup, il ne soit pas perdant durant le délai d'instruction. Aujourd'hui, on a un partenaire, notamment qui s'appelle Hiro, qui permet de pouvoir démarrer les travaux dès lors qu'on a mis le devis de rénovation qui est proposé au client. Mais il faut juste laisser au partenaire le temps de vérifier que toutes les références qui sont préconisées par les diagnostiqueurs soient bien les bonnes pour maximiser la rénovation énergétique. Mais voilà, en pratique, il y a toujours quand même un délai qui s'impose à nous, qui est en moyenne entre 1 à 3 mois pour pouvoir démarrer Ça les travaux, marche, monter un dossier d'aide. ça, d'accord, pardon. Ça marche aussi pour les gens qui sont en dehors de l'Union européenne? Ah oui, oui, j'ai des clients, notamment là, un client qu'on a accompagné qui habite aux États-Unis, qui vient de Denver, qui nous a demandé de l'accompagner sur une partie de constitution d'aide à la rénovation énergétique. Après, voilà, en termes de. Nous, on a plutôt chez nous un conseiller en gestion de patrimoine qui va vraiment l'accompagner sur toute cette partie montage fiscal, quelle aide avoir, parce que ce sont toujours des régimes qui sont très spécifiques. Et c'est vrai que nous, on a des clients qui viennent quand même de plusieurs zones géographiques. Donc, il est nécessaire, je pense, à cette étape, d'avoir une analyse qui soit bien plus chirurgicale en fonction des différentes géolocalités à laquelle vous appartenez. Mais la porte n'est pas fermée si vous êtes hors Union européenne. Il y a juste des caractéristiques qui sont peut-être plus importantes à étudier et parfois des blocages qui sont plus importants parce que quand on est hors Union européenne, au niveau de la transparence de l'information, c'est vrai que les services publics ont accès à beaucoup moins d'éléments et donc ça peut rendre plus poreux l'analyse. Ok. Il y a Alexandra qui demandait, est-ce que tu l'as peut-être déjà dit, est-ce que les dossiers doivent être faits impérativement avant le démarrage des travaux? Oui, les dossiers doivent impérativement être faits avant le démarrage des travaux. Parce Parfait. que les sociétés ont donc besoin en tout cas les partenaires et ceux qui octroient les aides ont besoin de vérifier en amont que toutes les références soient bien indiquées sur le devis, c'est-à-dire par exemple qu'au niveau de vos menuiseries, vous ayez bien des barres d'aération hygroréglables sur les fenêtres des pièces sèches, que ce soit bien du gaz argon qui est installé entre le double vitrage, que le système de ventilation mécanique contrôlée soit bien un système de ventilation mécanique contrôlée hygro-B, que le système de chauffage, quand on n'est pas sur du collectif, ait pu être passé à un système de chauffage électrique à inertie sèche, que l'isolation présente bien la bonne valeur de résistance, donc c'est-à-dire 15 cm produit fini avec 14 cm de laine de verre. Donc, si on démarre les travaux, en fait, finalement, les organismes qui sont mandatés par l'État ou les CE n'ont pas la possibilité en fait, de vérifier que toutes ces cases ont été respectées en amont. Et donc, du fait qu'elles étaient court-circuitées, elles ont tendance à débouter tous les dossiers. Parfait. Est-ce qu'il y avait encore des choses qu'on voulait présenter sur le DPE? Sur le DPE, peut-être juste avoir un petit rétro-planning de quelles sont les contraintes pour les investisseurs en termes de location, qu'est-ce que ça impose, mais quelles sont également les opportunités peut-être pour eux sur le marché. Donc, comme vous en avez peut-être déjà entendu parler, on a une progressive interdiction des logements qui sont considérés comme étant énergivores. Donc, à chaque fois qu'aujourd'hui, on vend par exemple un bien en France, on envoie un diagnostiqueur pour nous dire si le logement est considéré comme un logement étant basse consommation, auquel cas il sera en général noté entre A et D, ou un logement considéré comme étant énergivore, donc entre E et G. Donc, progressivement, dans le cadre de la législation, donc comme je le disais, du projet de loi climat et résilience, les pouvoirs publics ont entendu interdire aux propriétaires bailleurs donc, de louer des logements qui seraient donc, considérés en passoire thermique, donc en G à horizon donc 2023. Donc, c'est-à-dire que tous les propriétaires qui ont un bien, et ça représente peut-être 85-90% des logements sur Paris, par exemple, un bien en G, ils ne pourront pas louer plus de 4 mois par an et ils ne pourront plus augmenter les loyers. Pour les F, le même dispositif est prévu à horizon 2028. Et pour les logements qui sont classés E, donc le dispositif les touchera également à horizon 2034.
Donc, ça veut dire que les objectifs de rénovation du parc immobilier français sont ambitieux, puisqu'on a désormais 7 ans pour réduire de 40% les gaz à effet de serre émis par la France à horizon donc 2030. Donc, il est important de procéder aux travaux de rénovation énergétique, mais ça a comme avantage de permettre notamment aux investisseurs qui achètent des passoires thermiques d'avoir une marge de négociation qui est très, très, très importante dans le cadre de leurs négociations. J'ai un client qui, à Boulogne-Billancourt, par exemple, a réussi à négocier de 36 000 euros le prix de son bien pour la simple bonne raison qu'il était en G et que le logement présentait une multitude de contraintes techniques pour améliorer au maximum la lettre énergétique. Donc, il a choisi d'être accompagné par notre cabinet d'architecture pour s'assurer de pouvoir quand même le louer, mais il s'est servi de toutes les contraintes qu'on lui a exposées comme argument d'autorité pour justifier auprès du propriétaire actuel de l'appartement qu'en l'état, il avait beaucoup de frais à engager. Donc, d'un côté, il arrive à négocier le prix de son bien et de l'autre, lui, en fait, les travaux qu'il engage dans le cadre de la rénovation énergétique, tout comme les autres travaux, il les défiscalisera dans le temps. Donc, ce qu'il investit aujourd'hui à l'instant T, c'est un investissement qui est temporaire pour une rétribution qui, elle, est intemporelle. Parce que progressivement, dans le temps, il fera disparaître ce qu'il a investi pour les travaux, alors que son bien, étant donné qu'il aurait une meilleure classification énergétique, que ces biens se font rares sur le marché immobilier français, concept économique, rareté liée à richesse, son bien prend progressivement de la valeur, alors que lui, tout ce qu'il a investi, comme je le disais, il le fait disparaître en déduction fiscale dans le temps. Et donc, au-delà de l'aspect possibilité de négocier sur la conséquence des travaux qui est à faire pour avoir une meilleure note énergétique, il y a aussi la dimension, il y avait énormément de gens qui aujourd'hui en France avaient accumulé des biens par héritage, etc., qui les conservaient parce que ces biens leur apportaient des loyers chaque mois et donc constituaient pour eux des actifs. Du fait de cette nouvelle réglementation, il y a énormément de personnes, et on le voit aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a énormément de possibilités et d'opportunités d'investissement. Ces personnes qui avaient du coup pas mal d'actifs les voient donc se transformer en passifs puisque ils ont des dépenses à prévoir dans des biens dans lesquels ils n'en avaient jamais effectué jusqu'alors. Donc, tout simplement, de leur côté, ça provoque des ventes, ça provoque des opportunités de négociation pour vous et ça permet donc du coup aux néo-investisseurs ou investisseurs plus aguerris de dénicher de très bonnes opportunités, soit de leur côté et on les accompagne donc côté réno, soit en étant accompagné par un chasseur, comme on le fait si bien chez Investissement Locatif, en tenant compte du budget de nos clients et du business model qu'ils souhaitent suivre. Parfait. Est-ce que tu avais d'autres choses sur le DPE ou il y avait des questions sinon? Alors, pour le DPE, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour sur quelles sont les choses à prendre en compte. Peut-être qu'après, on reviendra aussi sur quand on achète les points de vigilance que je pourrais vous partager. Sur les questions, comment ça se passe au niveau des aides pour un appartement dans une copropriété, propriétaire à l'étranger, vous demandez, vous, de votre côté, des aides individuelles, puisque vous faites de la rénovation d'intérieur dans votre logement. Donc, ça ne change rien du tout. La seule propriété technique… Oui. Je vais juste donner le prénom parce que pour que les gens entendent bien que c'est leur question. Donc, c'était la question d'Émilie qui demandait comment ça se passe au niveau des aides pour un appartement dans une copropriété quand on est propriétaire à l'étranger. Voilà. C'est ça. Donc, à cette question, on répond qu'on fait la demande d'aide de son côté, puisqu'il s'agit de la rénovation d'intérieur, donc ça ne concerne pas la copropriété. Il y a des mécanismes qui sont différents quand les copropriétés décident en l'espèce de tous mutualiser leurs efforts pour faire notamment de l'isolation extérieure. C'est quand même des cas qui sont très spécifiques. Généralement, ça se fait de manière individuelle et au compte-gouttes de la part des propriétaires. Et donc, de votre côté, vous pouvez librement demander à être accompagné pour la constitution de votre dossier d'aide. Donc, il n'y a pas de contrainte parce que vous êtes en copropriété. La seule contrainte qu'on peut trouver à l'amélioration du diagnostic de performance énergétique, mais là encore, on capitalise du coup autrement, nous, côté cabinet d'architectes, c'est si vous êtes sur un système de chauffage en collectif, on ne peut pas le remplacer pour un système de chauffage électrique à inertie sèche. Donc, c'est-à-dire que sur les 4 grands postes sur lesquels on peut interagir, sur celui-ci, on ne pourra pas faire grand-chose, mais donc ça veut dire que du coup, on met plus d'efforts sur les autres postes de dépenses. Parfait.
Du coup, on va continuer les questions. Si jamais il y a certains slides sur lesquels tu veux faire un focus, Oui. n'hésite pas. Je vais les prendre un peu dans l'ordre. On est sur un autre sujet, mais on a reçu aussi la question par email tout à l'heure de quelqu'un. On l'a reçu quelques minutes avant de démarrer le webinaire sur comment on fait pour financer ses travaux. Je sais que quelqu'un nous a écrit qu'il habite au UK et il nous disait que il n'arrive plus à faire financer ses travaux. Et donc là, Alexandra nous dit comment ça se passe quand on est français à l'étranger pour les prêts, les financements. Ok, alors donc je vais répondre partiellement à cette question parce que j'admets en toute modestie ne pas avoir la compétence pour vous apporter voilà, des données qui soient vraiment très sourcées, très claires et mon objectif n'est sûrement pas de vous envoyer dans la mauvaise direction. Ce que je sais, c'est que pour tous les clients qui ont des problématiques de financement, moi je les invite, je donnerai mes coordonnées après pour répondre du coup également à Madame Evelyne Auten. Je donnerai mes coordonnées après pour que vous puissiez m'envoyer donc un mail. Je vous mettrai en relation avec un conseiller de gestion de patrimoine dans notre société. Donc, c'est le rôle que de vous aider dans la construction d'un dossier et tous les proof points nécessaires pour justement donner la confiance auprès des banques. Il faut savoir que lui, de son côté, quand on a des clients qui viennent de Londres, on a des clients qui viennent des États-Unis, de Chine, du Luxembourg, il a donc tout un réseau de partenariats avec des courtiers qui sont spécialisés dans certaines zones géographiques. Et donc, eux sont au courant de tous les tips qui sont à mettre en œuvre pour pouvoir optimiser au maximum la possibilité pour vous d'obtenir des financements lorsque c'est possible. Donc, moi, je vous invite à m'envoyer un mail. Je fais une petite mise en relation avec mon collègue CGP qui, lui, saura entièrement vous répondre sur ce point en ayant donc, du coup, tous les détails que vous pourrez lui apporter et qu'il pourra vous demander. Oui, n'hésitez pas. Mathieu va mettre aussi à la fin, il a un slide avec son contact. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Peut-être on pourra copier-coller aussi le lien vers ton Calendly Oui. dans le chat si les gens veulent tout de suite prendre rendez-vous avec toi. Je pense que ça peut être très efficace. Ça vous permet de prendre rendez-vous directement avec Mathieu et surtout de pouvoir poser toutes vos questions gratuitement en one-to-one. Une question intéressante d'Alexandra. Notre bien appartient à plusieurs membres de la famille résidant en Allemagne et aux États-Unis. Une personne en France a l'usufruit. Qui est censé déclarer les travaux et dans quel pays? Alors, je relis la question. Notre bien appartient à plusieurs membres de la… Oula, je n'ai pas eu le temps de lire toute la question du coup. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Je vais là. Il n'y a pas de souci. On n'est pas pressé. On a encore une vingtaine de minutes. Je vais te la remettre. Le temps que je te la remette, si tu veux, tu peux répondre à la question de Christelle qui demandait est-ce que vous faites à chaque fois un audit énergétique complet pour démarrer votre projet? Complètement. Alors, effectivement, il y a un audit qui est fait en avant-projet parce que l'idée, c'est déjà de comprendre à l'existant quelles sont les problématiques qui sont posées donc, par le logement tel qu'il est aujourd'hui. Donc, si on ne le fait pas, eh bien, on risque d'emprunter la mauvaise direction dans les travaux. Hein. C'est un peu le principe, c'est vraiment on évalue votre logement à l'instant T. On reçoit donc toutes les préconisations du diagnostiqueur pour améliorer la performance énergétique. Ce à quoi donc un document dont se servira donc notre architecte pour le mettre en place dans le cahier des charges et donc optimiser tout ce qui a été préconisé par le diagnostiqueur avec en plus les solutions bien entendu de l'architecte. Et l'idée, c'est vraiment qu'à la fin du projet, on vienne boucler la boucle avec le diagnostiqueur, on refait un audit sur le nouvel existant et donc voilà, on boucle la boucle et on arrive à voir de quelle lettre à quelle lettre on a réussi à passer. Donc systématiquement, diagnostic d'avant-projet et diagnostic en fin de projet. Parfait. Donc, j'ai remis la question sur la famille d'Alexandra. Le bien appartient à 2 membres de la famille, un qui habite en Allemagne, un qui habite aux États-Unis et une personne en France qui a l'usufruit. Donc, elle demandait qui est censé déclarer les travaux et dans quel pays.
Alors, déjà, donc, les personnes qui sont censées déclarer les travaux, ce sont les propriétaires de l'appartement, donc donc les personnes qui se partagent vraiment la propriété du bien. Et au moment de la constitution du dossier de défiscalisation, en fait, ce que vous allez devoir faire, encore une fois, avec un conseiller en gestion de patrimoine, c'est que vous allez lui envoyer d'un côté comme de l'autre, entre les différents propriétaires, vos revenus, le devis. Lui, il va vous permettre d'avoir vraiment un échéancier avec toutes les possibilités d'amortissement par poste de dépenses de travaux. Et il pourra donc du coup vous dire respectivement ce qui sera possible de défiscaliser de votre côté et du sien. Après, concernant la résidence, de quelle personne doit déclarer les travaux dans quel pays, j'imagine que selon les pays dans lesquels vous vous situez, les régimes de défiscalisation ne sont pas forcément les mêmes. Donc là encore, c'est vraiment la partie conseiller en gestion de patrimoine avec qui je pourrais aussi vous mettre en relation, qui sera en mesure de vous répondre, parce que ce sont des questions qui relèvent quand même davantage du montage financier du projet que de sa réalisation vraiment technique stricto sensu, sur laquelle personnellement j'ai plus de compétences à interagir. Pouvez-vous clarifier si certains travaux entrepris par des non-résidents fiscaux peuvent être exonérés de TVA? Voilà. Exonérés complètement de TVA, non. Par contre, à bénéficier des TVA à taux réduite, comme je le disais tout à l'heure, par exemple sur les fenêtres, etc., oui, c'est parfaitement possible. Et tout dépend du modèle dans lequel vous investissez. Est-ce que vous investissez en nom propre? Est-ce que vous investissez en SCI? Et c'est à ce moment-là aussi que, de manière plus chirurgicale, on peut vous exposer quelles sont pour vous les prestations tarifaires en termes de taxes sur la valeur ajoutée. Parfait. Mathieu, on a reçu un email hier de Hervé qui nous demandait un peu d'avoir des idées de prix, combien ça coûte tout ça quand on veut déléguer la gestion de la rénovation. Est-ce que tu peux donner déjà quelques ordres d'idées sur comment ça marche? Complètement. Alors, nous, du coup, la façon avec laquelle on procède, c'est que pour élaborer les différents plans du logement dont je faisais état tout à l'heure, on commence donc, du coup, par les plans. Donc, les plans sont facturés 2 000 € TTC pour un bien qui est situé entre 0 et 50 mètres carrés, à 3 000 € TTC entre 51 et 100 mètres carrés, et au-delà de 100 mètres carrés, à 25 € du mètre carré supplémentaire. Donc ça vous permet d'avoir, comme je le disais, le plan existant, le plan projet, le plan électrique, le plan démolition-construction et le plan des matériaux. Donc c'est véritablement, pour ma part, l'investissement qui va vous permettre d'économiser après pendant tout le reste du projet, pour être sûr, comme on le disait, que le projet soit cadré techniquement, esthétiquement et surtout pour les investisseurs, financièrement. Au-delà donc des plans que vous pourrez obtenir de la part de l'architecte, en termes de prix de rénovation totale au mètre carré, on est en moyenne prix plafond sur 1 300 € du mètre carré pour une rénovation totale intérieure, ce qui implique la rénovation énergétique, le changement des menuiseries, des revêtements de sol, les revêtements de salle de bain, la réfection du parquet. C'est vraiment, tout est revu de A à Z. On part d'une page blanche pour vous permettre d'avoir un logement qui soit comme neuf. Sur cette proportion de travaux en fait, que vous allez avoir, les honoraires de l'architecte sont de 8,4% TTC du devis artisan. Et donc ça, c'est ce qui va vous donner droit à l'omniprésence de l'architecte sur le projet, qui répondra à vos questions et à celles de l'artisan continuellement, et qui vous permettra donc d'avoir, comme j'en faisais état en début de visio, de reporting sur le projet, des rétro-plannings, des photos et des vidéos. Et enfin, pour ceux qui souhaitent être en régime de loueur meublé non professionnel, on propose des packs ameublement qui là, donc du coup, sont fonction de la typologie de logement que vous avez. Est-ce que c'est un studio? Est-ce que c'est un T2? Combien de mètres carrés il y a? Donc, on prend en compte tous ces paramètres pour vous donner le tarif du pack ameublement. C'est par exemple de 7 500 € pour un studio, mais c'est un pack qui est assez complet. Ça comprend la cuisine, l'électroménager, télévision, literie, linge de maison, décoration, table de salon, salle à manger, tout est vraiment installé à la fourchette, au couteau, au verre près, pour que dès l'instant où on vous rend le projet, il soit habitable dans les minutes qui suivent. Donc voilà, on a vraiment bâti ce modèle autour de clients qui justement étaient très loin des logements dans lesquels ils pouvaient investir. Donc l'idée, c'était vraiment de leur permettre en fait d'être leur tampon pour avoir un projet qui soit fixé de A à Z. Parfait.
Alors, on a reçu quelques questions complémentaires d'Alexandra qui nous demande quel est l'intérêt de passer en SCI ou en nom propre pour une rénovation d'un bien ancien. Alors, pour le coup, je vais réussir à répondre à la question qui relève encore une fois plutôt du montage financier. En fait, si vous voulez, nous, la plupart de nos clients qui investissent en nom propre sont des clients qui le font parce que pour l'instant, leur revenu locatif n'excède pas leur revenu issu de leur activité salariale. Et dès l'instant où leur revenu locatif outrepasse leur revenu d'activité salariale, eh bien, ils passent sur un système de montage en société civile immobilière. Donc, c'est vraiment ce qui fait voilà, la jonction, la frontière entre les deux. Parfait. On avait Evelyne qui demandait s'agit-il de rénovation entière, donc ce que vous faites, ou est-ce que vous faites des travaux de rénovation aussi partiels? Quelle est l'ampleur des travaux que vous entreprenez? Alors, donc, à 90-95% sont des rénovations entières d'appartements. Donc, dans les 5% restants, on peut faire de la rénovation partielle, mais voilà, il y a quand même un minimum dans la prestation qu'on propose, parce que comme il y a aussi un accompagnement de l'architecte derrière, vous doutez bien que si c'est juste, par exemple, pour changer un mitigeur, on ne sera peut-être pas en mesure de répondre favorablement, malheureusement, à la requête. Mais dans le cas de rénovation partielle, on peut toujours en discuter ensemble. On l'a déjà fait, on le pratique depuis que le cabinet existe. Après, voilà, la rénovation partielle, elle se situe entre 1% de travaux et 99% de travaux. Donc, à voir là encore où on se situe dans le cadre de la rénovation partielle, mais c'est parfaitement envisageable. Hein. OK. Non choqué. Pouvez-vous répéter les prix au mètre carré pour la préparation de la rénovation? J'ai compris 25 € du mètre carré après 100 mètres carrés, mais je n'ai pas entendu tous les éléments. Oui. Alors, voilà. répéter. Oui. Alors, il y a pas mal de gens qui nous écoutent en audio et qui ne peuvent pas lire la question. Du coup, je vais la lire juste pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, Stéphanie n'a pas compris ou n'a pas bien entendu concernant les prix. Est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu au mètre carré? Bien sûr. Alors, première phase, et donc je pense que c'est ce qu'évoquait Stéphanie, donc je parlais des plans du logement. Donc, les 5 plans entre 0 et 50 mètres carrés, c'est facturé 2 000 € TTC. Entre 51 et 100 mètres carrés, on est à 3 000 € TTC. Et à partir de 100 mètres carrés, à chaque mètre carré supplémentaire, on ajoute 25 € TTC. Donc ça, c'est pour la phase plan, c'est la phase de cadrage, la phase constitutive vraiment du projet d'un point de vue technique, encore une fois esthétique, qui vous donne droit à avoir le cahier des charges précis, tous les plans, etc. Ensuite, pour la rénovation totale au mètre carré, on est sur 1 300 € prix plafond pour refaire l'intégralité de l'intérieur de votre logement, donc du sol au plafond. Sur ce devis travaux, les honoraires de l'architecte pour bénéficier de sa pleine disponibilité, de ses recommandations, de ses réponses techniques à destination de l'artisan et de ses reportings pour que vous puissiez suivre le projet. Les honoraires de suivi sont à 8,4% TTC du devis artisan. Et enfin, donc dernière phase, une fois que vous avez eu vos plans, que vous avez eu vos travaux avec le suivi de l'architecte, c'est donc les packs ameublement qui sont fonction, là encore, comme je le disais, de la typologie de logement que vous avez acheté et secondo de la superficie, parce que selon que le studio fasse par exemple à Paris 14 mètres carrés ou à Lille 35-38 mètres carrés, vous doutez bien que si on alloue le même type de dépenses, on aura un logement qui sera vraiment très vide ou alors à contrario l'autre très rempli. Donc l'idée c'est aussi de faire preuve de flexibilité et d'avoir une lecture du projet qui soit cohérente avec ce qu'il est. Parfait. Stéphanie te remercie, elle a compris et j'espère que ça a éclairé aussi d'autres auditeurs. Est-ce que… on a Isabelle qui demande… pour les biens en Airbnb, est-ce que la consommation énergétique est prise en compte? Alors, pour l'instant, je précise, mais je mets un vrai point de vigilance là-dessus, ce n'est pas encore pris en compte. Ce n'est pas encore pris en compte. Déjà, premièrement, dans un premier temps, les logements en Airbnb, on n'a pas le droit de les louer continuellement, tout au long de l'année, donc c'est borné dans le temps. Donc, c'est pour ça que ça sort pour l'instant du scope de l'interdiction de louer plus de 4 mois par an.
Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a une loi qui passe auprès du gouvernement, et encore une fois, je l'ai vu du coup en travaillant précédemment dans les affaires publiques, c'est qu'on a toute une série de syndicats, d'acteurs, d'associations qui se mobilisent pour mettre en exergue toutes les complexités du dispositif ou toutes les injustices qui en découlent. Et donc, de ces injustices, on va avoir du coup des mesures après qui peuvent être donc des mesures exonératoire, des mesures exemptoires, etc., etc. Et donc, si aujourd'hui, à l'instant où je fais le visio, les logements, les locations saisonnières Airbnb sont sortis du scope, il faut savoir qu'on a quand même des acteurs qui ont un certain écho auprès des pouvoirs publics, qui militent pour qu'on adapte le régime au Airbnb. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui en France de la FNAIM, qui souhaite qu'on élargisse ce dispositif pour ne pas créer donc d'injonction ou de stigmatisation entre la location saisonnière et la location longue durée. Donc, pour l'instant, pas le cas, mais à avoir en tête quand même et à suivre avec beaucoup de minutie. Parfait. Mathieu, je crois qu'on a fait le tour des questions. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y avait d'autres points sur lesquels tu voulais qu'on revienne, qui étaient importants, ou on a fait le tour de la question? Alors, pour ma part, on a plutôt fait le tour de la question. Après, peut-être que je peux vous donner des petits tips pour vos investissements, savoir ce que nous, on fait en matière de rénovation. Je vous ai dit qu'on intervenait sur pas mal de types de projets, des constructions, des divisions, des surélévations. On fait vraiment tout type de logement et avec recul de 10 ans d'expérience, on a la vision sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien quand on entreprend des travaux. Il faut savoir que vous soyez au rez-de-chaussée ou au dernier étage, il y aura toujours des contraintes dans chaque logement que vous allez pouvoir acheter. L'idée, c'est de pouvoir être bien accompagné pour savoir que faire dans ce cas de figure. Par exemple, aujourd'hui, quand vous achetez un rez-de-chaussée, nous, on carle l'intégralité des sols des rez-de-chaussée pour endiguer tout ce qui va être problématique de remontée capillaire, etc. Ça vous permet d'avoir une meilleure note au moment de l'évaluation de performance énergétique du bien. Tous les autres logements jusqu'au dernier étage sont en parquet. On met juste du carrelage dans les salles de bain et autour des cuisines pour des questions d'étanchéité, si un jour on avait un problème de plomberie, etc. Et donc, en termes d'isolation, on en parlait tout à l'heure. Donc, je vous dis que c'était 15 cm produit fini. Donc, ça concerne les murs déperditifs, c'est-à-dire les murs qui ne présentent pas de mitoyenneté. Et dans certains cas de figure, les murs qui donnent aux parties communes, sur lesquelles on va parfois retrouver aussi énormément de ponts thermiques. Donc, j'ai envie de vous dire également, soyez vigilants à la superficie que vous achetez. Parce que j'ai un client qui, en l'espèce, a acheté un studio de 9 mètres carrés qui a été noté G. Malheureusement, le minimum légal pour louer en France est de 9 mètres carrés ou 20 mètres cubes. Et en l'espèce, il devait isoler 2 murs et donc perdre 15 cm de part et d'autre sur toute la longueur de l'appartement qui était en format rectangulaire. Et donc, finalement, le fait d'améliorer sa performance énergétique, ça légalement l'empêche de louer le logement qui n'est plus considéré comme étant un logement. Pareil, quand on a des logements situés en dernier étage, on sait que la courbe de la chaleur suit une ligne verticale, donc la chaleur montant, il est logique qu'en dernier étage, il y ait des sujets sur l'isolation des plafonds et des combles. Donc là encore, on doit isoler selon les contraintes techniques de décaissement autour des fenêtres, etc. et du type de toiture gîtage qu'on peut avoir entre 10 et 26 cm produit fini. C'est vraiment les contraintes qu'on va avoir. Après, savoir si vous investissez dans un bâtiment classé ou si c'est un bâtiment classé, par exemple, on ne pourra pas mettre de ventilation mécanique contrôlée parce que pas le droit de faire de sortie en façade ou même en tableau. Mais voilà, en tout cas, pour les contraintes, c'est, je pense, les principales à avoir en tête: la superficie, carrelage en rez-de-chaussée, isolation des murs déperditifs non mitoyens, isolation des plafonds pour les derniers étages. Et donc, bien entendu, être vigilant à la hauteur sous plafond, qu'elle soit bien à minima à 2,20 m. Parce qu'en fait, dès l'instant où vous descendez en dessous de la barre des 2,20 m de hauteur sous plafond, vous n'êtes plus, en droit vous devez changer en fait de type de bail de location. Et donc, si vous avez aujourd'hui un logement en dernier étage qui a 2,20 m de hauteur sous plafond, que vous allez devoir isoler parce que dernier étage, vous devrez changer de bail locatif parce que vous allez perdre en superficie. Donc, voilà un peu les points qui, pour ma part, sont des points de vigilance à avoir. Oui, c'est une sacrée vigilance avant de choisir d'investir. On a une question d'un auditeur anonyme qui demandait: est-ce que Reno aide aussi pour trouver des locataires?
Alors, on a une agence de gestion locative avec investissement locatif, donc oui, c'est aussi possible. Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. On peut parfaitement, bien entendu, vous accompagner dans cette dimension. C'est vraiment un service clé en main, c'est-à-dire qu'on a la partie chasse pour vous chercher les biens, la partie cabinet d'architecture pour vous rénover les biens et la partie gestion locative pour gérer la location des biens, les aléas qu'on peut avoir dans le temps avec les locataires, les fluctuations locataires, etc. L'idée, c'était vraiment, comme je le disais pendant le visio, d'avoir un modèle qui corresponde entièrement à des clients donc, qui sont résidents étrangers et qui auraient besoin donc, du coup d'avoir un interlocuteur sur place qui se chargerait dans un climat de confiance de tout effectuer donc, à sa place. Donc voilà. Isabelle avait une autre question sur la limitation des 4 mois concernant Airbnb. Elle demandait si c'était uniquement le logement principal ou si c'est aussi sur la résidence secondaire. Est-ce que tu peux un petit peu… Ça concerne tous les biens que vous allez mettre en Airbnb. Vous n'allez pas pouvoir outrepasser. Je veux dire, il n'y a pas de délai extensible, etc. Tous les systèmes de Airbnb sont soumis à ce principe pour la simple et bonne raison qu'on l'a vu avec certains clients, par exemple sur Marseille, qui est une zone très prisée pendant les grandes vacances, Nice, pareil, ou alors Paris. Sinon, tout le monde mettrait indéfiniment et achèterait un second logement en Airbnb parce que ça rapporte forcément beaucoup, beaucoup plus d'argent. Mais donc, du coup, ça crée là encore des stigmatisations qui sont vraiment très, très importantes et on arriverait dans un système où les étudiants ne trouveraient plus de logement parce que tout serait mis en Airbnb. Et donc, ça pose aussi un problème d'accès au logement dans un second temps. Donc, tous sont soumis à ce principe. Parfait. Alors, pour ceux qui nous écoutent en audio, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont au travail, et donc, vous en faites pas si vous avez raté quoi que ce soit. Tout ça, c'est enregistré comme tous nos webinaires. Donc, vous pouvez le revoir sur French Morning, si vous êtes au Canada sur Maudit Français. Donc, vous en faites pas. Et puis, il y a aussi un email automatique qui part 24 heures après le webinaire avec le replay et les contacts de Mathieu. Donc, ça, c'est sur tous nos webinaires. Donc, à chaque fois, c'est automatique. C'est Zoom qui vous envoie un mail avec ça. Voilà. Alors, on a reçu pas mal de questions. Alors, je les traite dans l'ordre peut-être. Ouais, on peut. Tu veux qu'on démarre par la question d'Isabelle ou tu en as déjà parlé? Alors, je peux le redire rapidement. Donc, pour répondre à la question d'Isabelle Sambu qui nous demande si la fin de la location pour un logement E est bien en 2034, la réponse est oui. C'est la dernière échéance fixée. Donc, interdiction de louer plus de 4 mois par an un logement E en 2034. Pour répondre à la question de Kristen Kim, pourriez-vous parler des contraintes des biens au sous-sol, demi-sous-sol? La contrainte qui, pour ma part, est la plus importante des biens qui sont en sous-sol. Bon, déjà, premièrement, il y a des contraintes dans un logement, vous devez avoir des puits de lumière, etc. Donc, si vous n'avez aucun puits de lumière, le logement, vous ne pouvez pas le louer. Donc, il y a des décaissements qui sont à prévoir au niveau des sols pour ouvrir à la lumière ce logement. Mais en termes de contraintes de travaux, la contrainte la plus importante pour ma part, c'est le problème de remontée capillaire, puisque c'est au niveau des sous-sols qu'on a en dessous les nappes phréatiques. Et donc, il arrive que parfois, à ce niveau-là, les murs ont du mal à trouver un équilibre hydrique qui soit suffisamment important. Et donc, on rencontre parfois le besoin de traiter ces logements, donc avec, comme je le disais, en rez-de-chaussée sous-sol, des carrelages au sol et dans les murs, des injections avec des joints de masse, en fait, pour pouvoir vraiment cauteriser toutes les remontées capillaires qu'on peut avoir et donc bien les laisser stagner donc, dans les sols. C'est la problématique qui est la plus importante à mon sens pour les logements qui sont en rez-de-chaussée sous-sol, puisque le remonté capillaire, c'est finalement le même phénomène que quand on trempe un sucre dans un café. Progressivement, ça monte, ça abîme les murs, ça crée des problèmes d'humidité, ça fragilise les murs, ça rend caduc l'isolant. C'est un danger aussi forcément au niveau électrique. Et ça pose un problème aussi de santé publique et de bien vivre. Donc là, le traitement à avoir, c'est injection de masse quand nécessaire, mais on voit généralement des murs où il y a eu des problèmes de remontée capillaire et d'infiltration qui suit une courbe plutôt circulaire en bas de mur dans les logements, ou tout simplement avec des carrelages, des isolants de sol, au sable, etc. Et puis après, réagréage, pose de sol, etc. etc. Voilà. Est-ce qu'on a un bureau à part? Voilà, Evelyne qui demandait si vous aviez un bureau à Paris ou quelque part en France. Est-ce que tu en as un petit peu parlé au début? Est-ce que tu peux refaire un petit topo là-dessus? Oui. Alors, donc Evelyne, oui, on a 3 bureaux à Paris.
qui sont donc situés dans le 11e arrondissement. On a effectivement d'autres bureaux en France. On a un bureau à Lille qui nous permet du coup d'intervenir sur Roubaix, Tourcoing, Douai, Valenciennes, Amiens, Reims. On a un bureau à Marseille où on va du coup faire Nice et Antibes également. On a un bureau à Toulouse. On a un bureau à Bordeaux. Et on a également des équipes sur Montpellier, sur Nancy, pour certaines équipes en Normandie, en Bretagne, à La Rochelle. Donc aujourd'hui, on a un bureau aussi sur Lyon. Donc on couvre la quasi-intégralité du territoire français. Alors, on a Alexandra qui a encore 2 petites questions qui demandaient est-ce que vous intervenez une fois qu'on a déjà choisi nos artisans? Et question complémentaire, est-ce que vous êtes présent dans l'Aude? Oui. Alors, oui, on peut intervenir effectivement si vous avez vos artisans, il n'y a aucune contrainte à ce qu'on travaille avec eux. À savoir que par contre, c'est pour ça que je dis que nous, généralement, on avait fait des appels d'offres en amont et qu'on travaille avec les mêmes sociétés dont on connaît les modalités de travail et la rigueur sur le respect des termes financiers. Il y a 2 choses sur lesquelles finalement on ne peut pas de manière pragmatique s'engager. C'est premièrement le respect des délais. Quand on ne connaît pas l'entreprise et qu'on n'a jamais travaillé avec, il serait malhonnête de notre part que de vous dire bah oui, cette entreprise respectera les délais. Mais si vous leur faites confiance, voilà, par extension, vous êtes décisionnaire de toute manière sur la personne avec qui vous voulez travailler. Donc, il y a cet aspect donc, calendaire et enfin l'aspect financier. Nous, on sait que voilà, avec les artisans, on a vraiment cette rigueur de se dire tu as eu un chiffrage qui est vraiment très précis, on veut que tu réfléchisses bien, que tu regardes les stocks à l'instant T, que tu passes tes commandes en démarrage de chantier pour éviter qu'il y ait des fluctuations de prix. Donc, c'est-à-dire qu'eux sont rodés avec nos façons de faire, que sont on reçoit le premier acompte de chantier, on commande tous les matériaux. Comme ça évite qu'au bout de 2 mois, puisqu'on le sait, il y a une crise des matériaux, les prix augmentent très, très vite. On a des matériaux qui étaient à 3 € du mètre carré, qui sont aujourd'hui à 10, 15 € du mètre carré. Ça s'est passé, c'est x5, enfin x3, parfois même x5, 6, 7 sur les prix en des fois 2-3 mois. Donc, on leur dit, premier acompte, tu commandes les matériaux, comme ça, on n'a plus de sujet sur les fluctuations de prix. Donc voilà, c'est juste ces éléments qui sont à voir qui nous permettent, avec les artisans qu'on connaît, de sécuriser ces enveloppes-là. Mais on peut effectivement travailler avec vos artisans. Est-ce qu'on a des équipes qui interviennent dans l'Aude en France? Oui, on a des personnes qui peuvent intervenir dans l'Aude. Evelyne Hauten, pouvez-vous nous donner l'adresse de l'adresse du bureau parisien? Alors oui, donc l'adresse du bureau parisien dans lequel moi je travaille, c'est le 61 rue de Sedaine, Sedaine, dans le 11e arrondissement de Paris, donc c'est juste à côté de Bastille. Ensuite, Alexandra Jabalda, gérez-vous des travaux de construction de biens neufs? Oui, également. On peut intervenir soit sur le dépôt de permis de construire, on peut faire tout ce qui va être maîtrise d'ouvrage pendant les travaux. C'est vraiment voilà, à souhait. Hein. Comme je vous l'ai dit, on fait vraiment preuve de flexibilité dans l'exécution des travaux. On est quand même un cabinet voilà, assez généraliste et normalement en mesure de pouvoir absorber 100% de la demande client. Voilà, si jamais ça intéressait d'autres personnes, j'ai copié-collé l'adresse aussi du bureau de Mathieu dans le chat. Comme ça, vous avez l'adresse, vous avez l'accès à son calendrier. Et quel timing parfait. On s'était mis d'accord pour finir à 13h et on y arrive. Ben, c'est parfait. Merci Mathieu. Je pense que tu as répondu à toutes les questions de manière précise et je te sens incollable sur le sujet. On voit l'expérience qui parle. En tout cas, vous avez le calendrier qui vous donne directement rendez-vous avec Mathieu. Vous avez son email, vous avez même l'adresse de son bureau. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à rentrer en contact avec lui, vous avez tous mon mail. Donc, vous n'hésitez pas à m'écrire et puis je transfère directement à Mathieu. Peut-être juste en 30 secondes, donc un dernier petit mot. Bon, déjà, premièrement, merci pour votre écoute et merci à toi aussi pour ton invitation. N'hésitez pas effectivement, comme justement tu viens de le dire à juste titre, vous avez mon adresse mail, je réponds à tout le monde. Hein, c'est pas forcément, voilà, si je peux vous donner
un éclairage sur quelque chose, je prendrai grand plaisir à le faire et à le faire au plus vite. Ce n'est pas forcément toujours pour un projet. Moi, je suis ouvert à donner, j'ai fait un webinaire la fois dernière, même des tips à des gens avec qui on ne collaborera pas maintenant, parce que c'est important d'avoir aussi cette entraide entre nous. Et pour répondre donc brièvement peut-être aux dernières questions, l'adresse à Lille, 163 bis, boulevard de la Liberté. Heureusement que je connais l'adresse des différents bureaux. Mais je suis très souvent dans celui-ci également, pas mal en déplacement à Lille parce qu'il y a beaucoup de gens qui investissent là-bas. Donc, du coup, voilà pourquoi je le connais. C'est à côté de République Beaux-Arts. Et les problématiques de pont thermique, est-ce qu'elles sont problématiques ? Non, pourvu qu'elles soient gérées par une bonne entreprise parce qu'il suffit du coup d'isoler également du coup, le contour des fenêtres, les portes, etc. Donc voilà, ce n'est pas problématique pourvu que l'entreprise fasse bien son job. Et oui, on intervient en Antibes. Incroyable. Si vous continuez à poser des questions, il va y répondre. Donc, on va clôturer là. En France, il est 19h, donc du coup, on peut y rester jusqu'à midi. Moi, je suis encore en forme. On va le laisser partir à l'apéro, profiter de sa soirée. Mardi, c'est un petit peu tôt pour l'apéro. Merci encore. J'espère qu'on pourra refaire des sujets similaires ou connexes ensemble, comme on fait déjà depuis longtemps avec investissement locatif. Donc là, c'était Renaud. Et je pense que vous aurez des nouvelles de Renaud. Et si vous avez des questions, vous savez où nous joindre. Allez, bonne soirée, à très bientôt et venez mardi prochain pour un nouveau webinaire de French Morning. Au revoir. Au revoir.